à toutes et à tous et bienvenue dans cette grande émission, la première de la semaine. Je suis ravie de vous retrouver. Aujourd'hui, on va parler chocolat parce que 9 personnes sur 10 aiment le chocolat et la 10e est une menteuse. Tout le monde aime le chocolat en France et particulièrement à Pâques qui représente 20% de la consommation des Français avec un budget moyen de 110 € et 6,7 kilos consommés par an et par personne. La France est le 7e consommateur de chocolat en Europe. Et nous, à la grande émission, on aime tellement le chocolat qu'on a décidé de ne pas s'arrêter au lundi de Pâques et d'en parler aussi le mardi. Et quoi de plus naturel que d'inviter le représentant du chocolat en Vendée. Ensemble, nous allons échanger sur cette période importante pour le chocolatier, sur le chocolat bien évidemment, mais aussi sur le musée du chocolat qui vient de recevoir le label tourisme. Et avant de l'accueillir sur le plateau de la grande émission, je vais accueillir mes poulettes à moi, les poulettes en chocolat de la grande émission. J'ai nommé Leslie et Laure. Bonjour les filles. Bonjour Annelle. Ça va bien? Vous avez passé de belles fêtes de Pâques? Oui, très bien. Avec le soleil. Pleine de chocolat. Oui, avec le soleil. Oui. Pleine de chocolat aussi. C'était plus pratique pour aller Non, chercher. on s'est dit qu'on allait remettre une couche de chocolat encore sur cette émission. Alors Leslie, on va parler d'achat de cuisine. Voilà. On va parler d'un cas concret, enfin 2 cas concrets en fait. Un achat de cuisine sur foire, donc expliquer les règles. Et puis un problème de dépôt de garantie dans le cadre d'une location. Dans l'autre sens. La semaine dernière, on n'avait pas parlé de ça dans le sens du côté propriétaire-locataire. Et là, on est plus du côté locataire-propriétaire. Ça, c'est pour Leslie. Et Laure? Nous, on va parler savoir-vivre. Et Dieu sait qu'on en a besoin. Je pense. Enfin, après, c'est un avis personnel. Je ne sais pas. C'est un avis personnel. On verra ça tout à l'heure. Vous avez remarqué qu'il n'y a pas de chef? Parce qu'en fait, les garçons avaient beaucoup de travail pendant les fêtes de Pâques. Donc, on leur a donné une journée off, entre guillemets, en leur disant « Vous n'êtes pas obligés de venir ». On les embrasse, évidemment. Et on retrouvera un des chefs d'un des restaurants de Vendée dès la semaine prochaine. Alors, nous accueillons sur le plateau de la grande émission Patrick Gelenzer. Merci, Patrick. Pas de chef, avec plaisir. Mais un maître chocolatier. Maître chocolatier, parce que vous aussi, ça a été un week-end quand même assez intensif. Vous venez le lendemain de Pâques, mais ça a été un week-end où vous avez beaucoup travaillé. C'est un gros week-end, c'est une grosse période pour nous. Ouais. Pâques, c'est la deuxième grosse période après Noël. Ouais. Donc c'est vrai que ça représente également le 20% du chiffre en fait de l'année. C'est plus important que Noël ou c'est... Non, c'est Noël. D'abord Noël. D'abord Noël. D'accord. Noël, ça va être donc il y a les bûches, il y a les glaces. Vous avez aussi des entreprises qui vont commander pour les cadeaux de fin d'année. Donc il y a un peu plus de travail encore et de vente au moment des fêtes de Noël, de fin d'année. Et le 31 qui suit. Donc il y a Noël et le 31, donc ça fait deux grandes fêtes en peu de temps. J'avais une question toute bête. Cette année, Pâques tombe très tôt. On est fin mars. D'habitude, c'est plutôt vers le 4-5 avril, voire 10 avril. Est-ce que ça a une conséquence sur votre travail à vous? Pâques, c'est plus difficile à gérer pour nous, justement à cause un petit peu de ce changement de date. Ouais. Et Pâques, effectivement, peut aller du 27 mars jusqu'au 20 ou 22 avril. Il y a 4 semaines. Un mois, c'est lié à la Lune. Ça va jusqu'à un mois. Ouais. Donc là, c'est un petit peu tôt. C'est vrai que les gens ne sont pas forcément dans Pâques. On sort des vacances de février. Exactement, voilà. Hop, on arrive, on tombe dans les fêtes de Pâques. Vous remarquez une différence quand Pâques est aussitôt? Il y a peut-être les moins gens de consommation? Oui, on peut. Oui, on fait attention quand on fabrique, nous, justement. On tient compte des vacances scolaires. Est-ce que nous sommes en vacances? Est-ce que la zone de Paris est en vacances ou pas? Parce que dans ce cas-là, les Parisiens viennent sur la côte, notamment au sable. Donc il y a forcément une petite marge de différence d'un Pâques à l'autre, d'une année à l'autre. Et moi, j'avoue, personnellement, j'ai fait mes achats de Pâques hyper tard. C'est-à-dire la veille. Mais comme 70% des gens. Donc ce qui est à peu près normal. Ouais, c'est vrai. Mais c'est vrai qu'après, si on veut un peu de choix et avoir des choses, je veux dire, si on veut avoir le choix des montages et des moulages, l'idéal, c'est d'arriver, je veux dire, c'est 4-5 jours avant Pâques. Avant la date. Avant la date. Si on vient le samedi, effectivement, il y a un peu moins de choix. Alors, Patrick Gelenzer, c'est une entreprise qui date de 56, je crois. 56. Je ne les fais pas. Parce que le chocolat conserve, la preuve. Et ça rend intelligent, il paraît. Vous voyez, je ne dis pas de bêtises. En plus, je ne dis pas de bêtises. Mais non, mais je suis bien d'accord. Donc 56, c'est votre grand-père. C'est mon grand-père, Stéphane Avril, cuisinier de métier. Ah oui. Qui en 56 a changé de voie pour passer du sucré en laissant tomber le salé. Ouais. Donc il a ouvert la pâtisserie à Chantenay. À Chantenay. Voilà.
en 56. Ouais. Alors pour faire la petite histoire en bref, très vite, pour ne pas monopoliser toute l'émission. Non, c'est surtout que c'est le genre de questions qu'on a dû vous poser 450 millions de fois. C'est toujours intéressant. Ouais. Mon père, donc Gelenser, c'est d'origine hongroise. Ouais. Mon père était étudiant... Laszlo, c'est ça, Laszlo Gelenser. Mon père, étudiant chimiste en Hongrie en 56. Il avait 19 ans. En 56, les Russes sont arrivés à Budapest pour envahir le pays. Ouais. Donc lui, il a fui avec des copains, il a fui donc le pays. Ouais. Il s'est retrouvé en Suisse, ne parlant pas la langue. Et il s'est retrouvé un petit peu par hasard dans la pâtisserie et dans le chocolat. Grand-père. Non, en Suisse. Ah, d'accord, oui, pardon, excusez-moi. Oui, en Suisse. Et donc à l'époque, les Suisses avaient, dans le milieu du chocolat, avaient vraiment un savoir-faire. Une réputation. Une réputation des années d'avance sur le travail du chocolat. Ouais. Donc il a appris le métier de chocolatier pendant une quinzaine d'années. Ma mère, elle, donc vendéenne, fille de pâtissier, à 21 ans, voulait également donc, voyager. Ouais. Donc la Suisse l'attirait. Ouais. Elle était travaillée en Suisse. Et le hasard a fait que ma mère s'est retrouvée à la vente, mon père au laboratoire, en chocolat. Ouais. Ils se sont connus comme ça. Et donc moi, sur un malentendu, je suis né. Après, ensuite, ils sont retournés en 72 reprendre la suite de mes grands-parents à Chantonnay. Et là, mon père a vraiment développé le chocolat. Avec tout son... À partir de là, mon grand-père en faisait un petit peu, mais très très peu. En France, le chocolat à l'époque était assez peu travaillé. Ouais. Et donc mon père emmenait son savoir-faire avec des nouveautés, venant de Suisse. Et donc là, ça a tout de suite eu du succès. Mais vous, c'était forcément c'était naturel que vous repreniez le flambeau parce que vous auriez pu faire complètement autre chose. C'est vrai que j'aurais pu faire autre chose, mais je suis tombé dans la marmite de chocolat. Ouais, ça m'a tout de suite plu. Vous aidiez déjà quand vous étiez petit, Oui, je donnais des coups de main, toujours le Noël, Pâques, les vacances, ça me plaisait. J'aimais bien travailler la matière, aussi bien à la pâtisserie. Hein. Et non, je ne me suis pas trop posé de questions. Ça a été naturel. C'était naturel, puis c'est vraiment un métier de passion. Ouais. C'est un métier agréable parce que c'est un métier où on fait plaisir aux gens, Exactement. donc c'est super. Enfin, je veux dire, c'est un super métier. Ouais. Quand les gens mangent du chocolat ou une pâtisserie, je veux dire, on a le sourire, donc c'est vrai que de ce côté-là, c'est un métier super agréable. Vous vous dites chocolatier ou pâtissier ? On est chocolatier, pâtissier, parce que c'est vrai qu'on fait les deux. Vous faites les deux, oui. On fait des pâtisseries au chocolat, mais pas qu'au chocolat. On a aussi des pâtisseries aux fruits, des tartes et tout ça. Donc en fonction des saisons, évidemment. Mais donc on est chocolatier, pâtissier. Et vous n'êtes même pas chocolatier, vous êtes maître chocolatier. Maître chocolatier, il y a une différence, on est d'accord avec le métier de chocolatier. Maître chocolatier, voilà, c'est que c'est un... Je veux dire, après c'est validé, voilà, par rapport à l'expérience, par rapport à la compétence. La qualification. La qualification, voilà, on est maître chocolatier. C'est au-dessus. C'est au-dessus. C'est au-dessus. C'est au-dessus, un cran au-dessus. Alors, juste pour faire un point, évidemment, on connaît Gelenser à La Roche-sur-Yon, c'est un peu le point central, mais vous avez aussi d'autres magasins un petit peu partout en Vendée. Mais après, donc, nous avons le magasin historique, donc Chantonnay, La Roche, les Sables d'Olonne, voilà, Châlons. Ouais. Et puis donc le musée. Le musée du chocolat dont on va parler, il y a bientôt 2 ans maintenant. Donc le musée, c'est aussi un lieu de vente. C'est également un lieu de vente, oui. C'est un lieu d'explication, mais on va y revenir. Voilà, c'est aussi un lieu de vente pour les gens qui veulent à la suite de la musique. Ceux qui veulent ramener un petit souvenir. Et d'autres commerces aussi ailleurs qu'en Vendée ? Vous avez non, on a un autre sur le Havre. On a également on va dire, c'est plus un dépôt avec notre nom, mais c'est pas vraiment une de nos boutiques. Ouais. Mais c'est vrai que le chocolat s'expédie assez facilement. C'est pas un produit fragile, c'est pas comme une pâtisserie. Donc c'est vrai que c'est un produit qu'on peut facilement vendre à l'extérieur. Mais c'est pas. C'est pas une envie, c'est pas forcément une. Non, parce qu'il faut maîtriser le produit. On est artisan, nous, attention. Donc c'est un produit fragile. Les gens viennent chez nous, c'est aussi pour se faire conseiller. Donc on peut pas multiplier les points de vente. Souvent on me pose la question de. Vous n'êtes pas que de la vente, quoi. Non, on n'est pas que de la vente. Nous, on aime notre métier. On parle du produit. Donc on maîtrise le produit jusqu'au bout. Et non, faut rester dans notre cœur de métier. Dans notre cœur et puis dans la bonne dimension dans le cœur de métier. D'où l'idée de convivialité, de notion de plaisir. C'est ça. Et puis de maîtriser vraiment de A à Z le produit. Justement, parce que on va voir, vous avez ramené des fèves, mais justement, vous faites partie d'une espèce de cercle très fermé là, des artisans chocolatiers qui fabriquent eux-mêmes leur chocolat à partir de fèves que vous allez chercher à l'étranger. Enfin, c'est ça. C'est un truc, on va en parler d'ici quelques minutes, mais d'abord, on va parler politesse et bienséance avec Laure. S'il vous plaît. Laure, il
vous en prie, comme dirait Alain Delon. Vous, allez-y. Alors, allez-y, ma petite Laure. Je me suis demandé si le savoir-vivre, ça faisait partie des us et coutumes complètement désuètes, ou bien si on pouvait encore parler de savoir-vivre au XXIe siècle. Il a peut-être changé, je ne sais pas. Je pense que ça a évolué, mais moi, ce que je pense, vraiment, c'est que le savoir-être et le savoir-vivre, c'est un élément indispensable pour réussir professionnellement et personnellement. Pour vendre du chocolat et pour vendre du chocolat, dans l'échange avec les clients. Pour tout le monde. C'est le minimum. En revanche, je suis aussi d'accord qu'il faut vivre avec son temps et qu'il ne faut pas non plus avoir des pratiques complètement surannées d'une autre époque qui risquent de mettre une distance avec les gens qui ne connaissent pas ces pratiques et de nous faire passer pour quelqu'un de snob ou de dédaigneux. Donc le savoir-vivre, c'est quoi ? C'est l'ensemble des règles de bien vivre ensemble qui reposent à la fois sur le respect d'autrui et à la fois sur l'entraide. Les règles de savoir-vivre ne sont pas écrites nulle part et pourtant c'est bien... C'est Nadine de Rothschild. Oui, c'est plus l'étiquette, Nadine de Rothschild. Mais le savoir-vivre, c'est des choses qui nous permettent, quand on les connaît, d'avoir le bon comportement au bon moment, que ce soit en famille, entre amis, au travail, en voiture, sur Internet maintenant. Non, mais c'est vraiment important. Et puis d'avoir le bon comportement quand on est confronté à des personnes qui sont d'un milieu professionnel différent, d'un milieu social différent, ou bien d'une culture différente, parce que ce qui se pratique en France, c'est pas la même chose, même en Angleterre, mais évidemment encore moins en Chine ou au Japon. En Asie, Voilà. Donc le savoir-vivre, c'est une sorte d'huile de rouage qu'on met dans notre communication pour réussir notre communication. Donc ça englobe les notions de politesse, de bonne manière, de bienséance, de courtoisie, de galanterie, de protocole, d'étiquette. Donc la semaine dernière, notre invité, je ne sais pas si vous vous souvenez, en parlant d'Albin de la Simone, on parlait de lui, concluait en disant « c'est un vrai gentleman ». Oui, c'est vrai. Et je me suis dit, mais ça veut dire quoi, un gentleman au XXIe siècle ? Le gentleman, est-ce que c'est le galant homme qui est plein d'attention envers les femmes, qui effectivement ouvre la porte, laisse passer, porte sa valise, ramasse un objet quand il est tombé, toutes ces attentions de galant homme, de galanterie qui viennent du Moyen-Âge, qui est de la courtoisie du Moyen-Âge. Et le problème auquel se heurte cet éventuel galant homme au XXIe siècle, c'est le féminisme. C'est qu'on s'est quand même battu bec et ongle pour être égal aux hommes. Égalité. Et donc maintenant, un galant homme, il est confronté à des femmes qui considèrent ça comme du machisme. Il est peut-être perdu. Le pauvre. C'est vrai. Mais oui, mais c'est délicat. Moi, j'adore la galanterie des hommes. Mais effectivement, il y a un espèce de décalage avec ce féminisme qu'on revendique. Et donc, je me suis dit, mais peut-être que le gentleman au XXIe siècle, en fait, ça concerne des hommes et des femmes. Alors, on ne peut plus vraiment parler de gentleman, mais c'est une personne courtoise qui envers les autres et qui utilise tout ce qu'on vient de dire, là, tenir la porte, porter la valise, etc., envers des hommes, des femmes entre elles, des hommes entre eux, auprès des personnes âgées ou des personnes plus jeunes. Voilà, c'est une personne courtoise. Ça englobe quelque chose de plus large. Voilà. Ensuite, je voulais juste revenir sur la notion de protocole et d'étiquette, parce que c'est des mots, on ne sait pas forcément ce que ça veut dire. C'est souvent lié à des dîners mondains ou des... Le protocole, c'est vraiment lié à tout ce qui est activité officielle, qui concerne les chefs d'État, etc. Donc c'est où est-ce qu'on les assoit à table, comment on met les chaises, comment on s'assoit quand on reçoit la reine d'Angleterre. Et donc ça relève de la diplomatie. Il y a vraiment dans tous les gouvernements, il y a un service du protocole, un chef du protocole. Et l'étiquette, elle gère les comportements qu'on doit avoir face à une personne protocolaire. C'est-à-dire monsieur l'ambassadeur ou... Par exemple, vous recevez la reine d'Angleterre à dîner. Tous les soirs. Mais écoutez, c'est très fréquent. Ça peut arriver. Ça peut arriver. On n'est pas à l'abri. Pardon, je fais tomber mon crayon. Le protocole, c'est où est-ce qu'elle va s'asseoir. Donc elle va présider, elle va être en bout de table. Elle va pas être l'étiquette, dans la cuisine. Non. L'étiquette, c'est vous ne lui adressez pas la parole tant qu'elle ne vous a pas adressé la parole. On va se marrer. Voilà. D'accord, ok. Donc tout à l'heure, on verra l'étiquette dans le cadre privé, parce que c'est sûr que le protocole et l'étiquette, ça nous concerne moins, nous. Elisabeth, si tu nous regardes, ça c'est pas du tout protocolaire ce que je viens de dire. Merci Laure, c'est la fin de cette première partie. On se retrouve juste après une courte pause pour parler de chocolat avec Patrick Galenzer.
De retour dans la deuxième partie de cette grande émission consacrée au chocolat, suite évidemment au week-end de Pâques. Et nous sommes en compagnie de Patrick Gelenzer pour parler chocolat, mais pour parler aussi du métier et du musée du chocolat, qui a reçu le label tourisme il y a quelques temps, puisque c'est l'entreprise Gelenzer qui gère ce musée du chocolat. Et comme on arrive pas loin dans la période des vacances scolaires, c'est une très belle sortie pour les enfants. Nous sommes en compagnie aussi de Laure et de Leslie. Dans quelques instants, la chronique de Leslie sur l'achat d'une cuisine sur une foire, ce qui est très intriguant pour moi, mais on va en parler. Patrick, est-ce que vous trouvez que, maintenant que vous avez quand même une certaine expérience dans le chocolat, que les goûts de vos clients ont changé au niveau du chocolat? Est-ce que les goûts changent? Depuis quelques années, les gens vont de plus en plus vers le chocolat noir. Ils délaissent le chocolat au lait Oui, leur chocolat au lait est souvent réservé, on va dire, aux enfants, quoique. C'est pas toujours, ça me surprend parfois d'avoir des petits bouts de chou de 4, 5, 6 ans qui mangent un chocolat noir. Je suis d'accord avec vous. Après, dans le chocolat noir, c'est vrai qu'on peut avoir des chocolats plus ou moins intenses, donc il faut aussi peut-être mettre un chocolat noir relativement équilibré. Pas très amer. Voilà, c'est ça. Un peu plus doux pour un enfant, mais le chocolat noir passe très bien. Mais l'adulte, si on parle des adultes, en général, c'est quand même le chocolat noir qui va représenter, on va dire, 70-75%. Et quand vous dites que justement les gens se retournent plus vers le chocolat noir, il y a une raison à ça? Une raison de qualité, par exemple? De qualité, je ne sais pas si c'est la qualité, c'est plus pour peut-être se rapprocher de l'authenticité un peu du produit. Et dans un chocolat noir, justement, comme j'ai apporté, des spécimens devant vous, on a une... Chaque chocolat noir est vraiment différent. Donc on a vraiment des goûts, on a une palette de goûts dans chaque tablette qui est vraiment marquée. Donc on voit des tablettes avec des noms différents. Il y a la tablette tonique, il y a la tablette généreuse, il y a la tablette... Voilà, donc ça c'est le petit clin d'œil. Mais sinon après dans l'origine, là je vais avoir du chocolat de Madagascar, je vais avoir du chocolat du Venezuela et donc, ou de l'Équateur. Et donc là, chaque chocolat noir, malgré le pourcentage, mais c'est pas forcément le pourcentage qui va donner un goût particulier. Le goût, c'est la fève, c'est le terroir qui va donner un goût. Le pourcentage va amener un peu plus d'amertume ou d'acidité. Mais le goût, je veux dire, de la fève en elle-même, c'est vraiment le terroir à la base qui va donner ce goût. La spécificité à la tablette. C'est ça, au chocolat. Oui. Et donc chacun va pouvoir retrouver et trouver vraiment son chocolat favori parmi les différents chocolats noirs. Alors que dans un chocolat au lait... c'est un peu toujours la même chose. Pas tout à fait, mais il y a moins ces notes, c'est moins marqué. Il y a moins de subtilité, vous voulez dire? Il y a moins de subtilité. Parce que c'est le beurre de cacao qui... Il y a moins de fèves, si vous voulez, dans un chocolat au lait. Forcément, il y a du chocolat au lait, donc il y a de la poudre de lait. Donc on est moins... Alors, moi, en plus, j'aime bien un chocolat au lait qui a goût de lait. Parfois, on peut trouver du chocolat au lait avec des pourcentages un peu plus élevés. Des pourcentages qui vont être à 40-45. Ça n'a plus goût de lait. Moi, j'aime bien un chocolat au lait bien marqué, qui a un bon goût de lait. Et un chocolat noir... Très noir. Très noir, ou vraiment avec des typicités. Mais il ne faut pas non plus tout mélanger par effet de mode. Oui, c'est ça. Il faut rester quand même, le goût, c'est important. Alors justement, vous faites partie, et je l'ai dit tout à l'heure, d'un cercle très fermé, les 12 artisans chocolatiers français qui fabriquent eux-mêmes leur chocolat à partir des fèves de cacao, certaines d'ailleurs que vous avez emmenées sur le plateau de la grande émission. Ça veut dire que vous allez chercher les fèves vous-même? C'est ça, on fait partie en France, on est une douzaine en France à faire notre chocolat. Alors, je ne fais pas toute ma production de chocolat. Je fais mes tablettes, de façon, comme j'ai expliqué, à avoir vraiment un goût vraiment spécifique. Là, on a vraiment le goût pur. Et donc, on est une douzaine en France à faire nos... Sans parler des industriels, évidemment. Hein, je parle au niveau artisanat. À faire notre chocolat. Donc, on a vraiment un chocolat qui est unique. C'est un petit peu comme si vous donnez la même farine à 10 boulangers, vous aurez 10 pains différents. D'accord. Plusieurs peuvent être bons, c'est pas le souci, mais certains vont être plus ou moins bons en fonction de la façon de pétrir, de la petite touche personnelle. Est-ce qu'il y a un levain, pas de levain, de la touche, de la cuisson, du temps de fabrication. Donc tout, c'est la même chose avec le chocolat. Et donc en fait, le chocolat que je fabrique, il est unique au monde. Il n'y a qu'une seule tablette qui a ce goût-là. C'est mon chocolat. C'est votre chocolat. Et donc ça permet vraiment de donner sa pâte. Et en plus de maîtriser le produit à partir de la fève. Alors justement, vous allez à l'étranger? Donc on va sur place dans les plantations. Voir comment ça se passe? Donc voir un petit peu d'où viennent les fèves. Donc on a fait Cuba, on a fait Madagascar. Le Venezuela aussi? Venezuela, non, parce que là, il y a des pays où c'est un petit peu dangereux. C'est un petit peu dangereux. Non, là, faut pas... Équateur?
Équateur, ça c'est un des prochains prévus, l'Équateur. D'accord. Colombie aussi. Colombie aussi. Maintenant, c'est un peu plus accessible. Ouais. Donc ça, c'est prévu aussi. Ouais. Donc voilà, au fil du temps et des années, on va aller voir un peu les plantations avec lesquelles je travaille pour un petit peu contrôler, puis voir un petit peu comment ça se passe. Quelle est pour vous la fève du cacao la plus le summum de la fève, votre préférée? La préférée, après, c'est toujours une histoire de goût. Donc moi, ce que j'aime bien, c'est les chocolats. Une que j'aime beaucoup, c'est la Belize, parce qu'elle est un petit peu différente. Donc Belize, c'est pas tellement connu. On en trouve assez peu sur le marché. Et c'est le chocolat qui s'appelle comme ça? C'est la fève qui s'appelle comme ça? Ça vient de Belize. Ça vient du pays de Belize. Oui, tout à fait, ouais. Donc c'est une fève qui est assez peu répandue. Et elle est vraiment un petit peu atypique, un goût un petit peu sur la fleur, une pointe d'acidité, pas trop d'amertume. Donc ça peut être un petit peu différent d'un chocolat, je veux dire, normal, lambda, mais c'est aussi l'intérêt, justement, d'avoir cette variété de tablettes et de fèves. Est-ce que votre palais évolue? Parce que vous goûtez le chocolat. J'en goûte même Vous en mangez? Oui. Vous êtes un grand consommateur de chocolat? J'en mange, oui. Toujours beaucoup de petits morceaux, donc à la fin de la journée, ça fait une certaine quantité. Vous vous lassez pas? Non. D'accord. Mais justement, est-ce que votre palais a changé, a évolué Mais après, on apprend aussi on apprend, c'est comme le vin. Hein. Je veux dire, le vin, c'est les œnologues. Le chocolat, alors, je ne suis pas œnologue du chocolat non plus, mais je l'ai fait également tester par des chocolatologues, si vous voulez, qui vraiment, c'est leur métier comme un œnologue. Comme ceux qui font du café comme aussi. Comme le café. Et là, j'ai eu des super résultats sur mes tablettes. J'ai réussi à en surprendre. Des grands pros du cacao, j'ai réussi à les surprendre et c'était une belle fierté, oui. Il y a toujours une notion de trouver de nouveaux goûts, de découverte, de créer de nouvelles saveurs. Vous êtes vraiment dans la création aussi? Après, ce qu'il faut, c'est essayer de retrouver. Alors justement, là, j'ai torréfié la semaine dernière, alors des fèves qui ne sont encore pas en magasin, qui viennent du Nicaragua. On en trouve très peu. Ce sont des arbres, on va dire, ancestraux. Je veux dire, c'est vraiment des arbres natifs du primaire, du cacaoyer d'antan. Donc là, j'ai récupéré des fèves et avec ça, je vais faire du chocolat. Vous avez testé? Je vais tester. Donc j'ai fait un premier test là. Donc après, je vais affiner Vous savez que vous pouvez nous appeler s'il faut des cobayes. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Pas de souci. On prendra un rendez-vous tout à l'heure, mais voilà. Non, mais c'est ça. Vous êtes tout le temps. Donc voilà. Après, ce qu'il faut, c'est trouver des petites plantations, des niches, des cacaoyers super rares. Et ça, c'est super intéressant. D'accord. Ouais, c'est passionnant. C'est passionnant. C'est sans limite. C'est surtout c'est sans limite. Donc c'est dans la création et dans la consommation. Et dans la consommation, exactement. dans tous les chocolats, c'est dans tous les sens du terme. À quelle heure vous commencez à manger du chocolat le matin? Ce matin, j'ai attaqué à 7h. Sur mon bureau, j'avais un petit bout de chocolat. Vous l'avez mangé? J'ai mangé. D'accord. Voilà. S'il n'était pas là, je ne l'aurais pas pris. Mais là, c'est vrai que je suis passé devant. Il vous a appelé? Il m'a appelé, je n'ai pas résisté. Patrick, ok, merci. On va revenir évidemment sur le chocolat et sur le musée du chocolat. Mais d'abord, c'est Leslie avec la conso. Je vais moins vous captiver, je pense. Mais si, parce que dans une cuisine, on peut faire du chocolat. Je suis d'accord. Alors, achat d'une cuisine sur une foire avec versement d'un acompte. Voilà, c'est ça. Donc, des adhérents qui sont venus nous voir. On a acheté une cuisine, ça faisait 8 jours. Enfin, je ne me rappelle plus vraiment des dates, mais en tout cas, on était dans les 14 premiers jours, suivant la date. Donc, versement d'un acompte. Et ils me disent, on n'en veut plus de la cuisine, donc on veut annuler. Oui. Donc ils ont signé, ils n'en veulent plus. Voilà. Mais ils pensaient qu'il y avait un moment, une période de rétractation. Tout le monde, on en parlait avec Patrick tout à l'heure. Ouais. Non, sur une foire, il n'y a pas 14 jours de rétractation. Fois, hein. Je l'ai répété, personne ne m'écoute. Vous ne suivez pas, je suis désolée de vous dire, vous ne suivez pas. Voilà, c'est tout. Donc, les points négatifs, je commence toujours par les points négatifs. Oui, c'est mieux. Ça, c'est de la communication. D'un autre côté, comme ça, les gens sont au courant. Donc, voilà, donc sur les foires, il n'y a pas de délai de rétractation. Ils font attention après. Il n'y a pas de délai. Foire, pas de délai de rétractation. Je rappelle que le délai de rétractation ne fonctionne que pour les contrats conclus par démarchage à domicile, donc quand on se déplace à votre domicile, ou alors pour les ventes à distance. Vous avez 14 jours à compter de la réception. Vente à distance sur Internet, par exemple. Exactement. D'accord. Oui, le Minitel, ça ne marche plus trop bien en ce moment. Si vous faites dans la vanne, maintenant, les gens, ça ne sert pas. Hein. Donc, en plus, ils ont versé un acompte. Donc, c'est un engagement. Oui. Non, mais vous avez tout faux. Hein. Je suis désolée de le dire, vous avez tout faux. Donc, un acompte, le versement d'un acompte, ça équivaut à un engagement ferme et définitif. C'est une partie du prix. Au contraire des arts, si la somme que vous avez versée est appelée art dans votre contrat, vous pouvez annuler le contrat, vous perdez les arts.
Ah oui, quand même. Vous perdez la somme que vous avez versée, mais vous pouvez annuler le contrat. Alors que l'acompte, c'est une partie du prix. Donc même si vous annulez la vente alors que vous avez versé un acompte, votre vendeur peut vous forcer à exécuter la vente. À payer la totalité de la cuisine. La totalité. Donc souvent les vendeurs disent ok, je garde l'acompte et puis on en reste là. Maintenant, légalement parlant, ils peuvent demander la totalité. Ils peuvent demander la totalité du prix de la vente. Okay. Donc un acompte, ça n'est pas la même chose que des arts. Tout le monde pense qu'un acompte, j'abandonne mon acompte et puis non, le vendeur peut être tordu. C'est intéressant. Donc, ça, c'était les points négatifs. Quand la somme n'est pas nommée dans le contrat, on considère que c'est des arts. Légalement, si vous versez une somme et qu'elle n'est pas appelée acompte, automatiquement, c'est forcément des arts. On considère que c'est des arts. Ok. Ça, c'était les points négatifs. Les points négatifs. Les points positifs, ils avaient signé un crédit affecté à la vente. C'est-à-dire un crédit qui est vraiment lié. C'est-à-dire que le contrat de crédit est nommé sur le contrat de vente. Que sur la cuisine. Sur la cuisine. Les contrats sont signés en même temps. Okay. Sur le bon de commande de la cuisine, le contrat de crédit est nommé. Et pareil, sur le contrat de crédit, l'achat de la cuisine est nommé aussi. Donc, on appelle ça un crédit affecté. Vous avez toujours un délai de rétractation de 14 jours. Et l'annulation du contrat de crédit entraîne automatiquement celui du bon de commande. Ah bon. Donc là, en l'occurrence... C'est ce qui s'est passé ? À peu près ça. C'est ce qui s'est passé ? C'est ce qui s'est passé. Donc, j'avais conseillé aux personnes de faire un courrier recommandé à l'organisme de crédit. Avec accusé de réception. Avec accusé de réception. Soyons précis. À l'organisme de crédit pour qu'il se rétracte du crédit. Un courrier recommandé aussi aux cuisinistes pour dire voilà, je me suis rétracté du crédit, donc automatiquement, ça fait tomber le bon de commande. Donc là, les personnes sont reparties... Rassurée. C'est pas toujours le cas. Et je voulais juste faire un petit point sur les achats de cuisine, puisque la jurisprudence, donc les décisions de justice, ont considéré qu'à partir du moment où il n'y a pas que le bon de commande a été signé, mais sans maîtrer de la pièce qui va recevoir la cuisine, le bon de commande était nul. Donc il faut maîtrer la cuisine d'abord. Il faut obligatoirement, forcément, prendre les cotes, puisque le prix de la cuisine ne va pas être le même un sacré bol, quand même. en fonction du maîtris. Ça ne fonctionne que pour les cuisines. Mais ça veut dire qu'il ne faut pas acheter une cuisine sur une foire. Parce que non. Enfin, ça marche jamais. Sauf si vous avez... Alors attention, parce que j'ai aussi vu des gens qui faisaient construire leur maison et qui se sont déplacés à la foire avec leur plan. Là, dans ces cas-là, ça ne fonctionne pas. Bien sûr. Mais il faut être super précis. D'accord. Il faut être super précis, oui. Ouais. D'accord. Et c'est bien de rappeler que les acomptes et les arts, c'est pas la même chose. Non. Très bien. On verra tout à l'heure une histoire de locataire. Oui. Si vous le voulez bien, Leslie. Je ne sais pas. Merci. C'est la fin de cette deuxième partie. On se retrouve juste après une courte pause pour parler chocolat. Ça, c'est... De retour dans la troisième partie. Voilà. Allez-y, Patrick. Non, vous expliquez le chocolat qu'elles sont en train de manger. On est dans la troisième partie. Donc là, en fait, vous goûtez là, c'est le Belize. Vous avez goûté l'Équateur, vous avez goûté le Brésil. Donc là, c'est le... C'est la fameuse petite niche, voilà, c'est une des niches, et celui-ci est vraiment un peu différent. Ce qu'on était en train de dire, c'est qu'on a donc goûté Brésil, Équateur, Venezuela et Belize, et il y a une vraie différence. Le Belize, c'est incroyable. Leslie en a plein la bouche. Il est fruité. Voilà. Celui-ci, il est fruité. Il y a une pointe d'acidité, mais pas trop non plus, mais pas amer. Pas amer. Il y a un peu acide, mais pas voilà. Ouais. Vous auriez dû être sur le plateau de la grande émission parce qu'on n'arrête pas de manger du chocolat depuis le début. Donc autant vous dire que moi j'en ai plein. Alors on va parler du chocolat, mais on va parler du musée du chocolat parce que maintenant vous pouvez visiter un musée. C'est vous qui l'avez mis en place, Patrick ? C'est ça. Enfin j'étais avec mon équipe et mon épouse, mais oui. 2014, c'est ça ? Juin 2014. Donc il est tout neuf. Tout neuf. Ça va faire 2 ans là bientôt. Et pourquoi avoir mis en place un musée du chocolat ? Alors en fait, ça fait 10 ans que j'ai cette idée dans la tête. Quand on est arrivé à La Roche, on avait donc sur la parcelle, il me restait un petit 2000 m² de terrain. Vous avez gardé ça ? Et j'avais dit ça, je ferai un musée. Garde. Et en 2002 déjà, on s'était dit ça avec ma femme Valérie. Ouais. Et donc en fait, pourquoi le musée ? En fait, c'est parce que souvent les gens aiment le chocolat. Les gens mangent du chocolat, mais ils ne savent pas d'où ça vient. Exactement. Et ils ne connaissent pas notre métier. Et en fait, ce qu'on voulait, c'était ouvrir nos portes. On nous voit faire le chocolat, on nous voit travailler.
et expliquer le chocolat. On voulait partager, faire partager notre passion. C'est-à-dire qu'on vous voit travailler dans le musée ? Voilà, à la fin, dans le milieu du musée, c'est vitré. Et on peut nous voir travailler des choses comme ça, par exemple, ou faire le chocolat quand on est en production. Leslie ? Mais c'est que vous allez faire une représentation ou c'est que c'est vraiment votre lieu de travail c'est tous les jours, c'est que le musée est construit autour. Voilà, c'est ça. Ça fait les vitres format L. Donc là, on peut nous voir travailler. Donc ça, les gens sont. Alors, il y a également un film qui explique le métier, parce que voilà, on peut pas toujours tout faire devant les vitres. C'est de la production, c'est pas du. C'est pas du spectacle. C'est pas du spectacle, c'est pas du folklore. On est en production, mais les gens peuvent voir également dans le film notre travail. Pour vous voir travailler, il faut choisir son jour quand même. On vous voit pas. Si on vient le dimanche, on va pas vous voir travailler. Le dimanche, c'est vrai que mes chocolatiers qui aiment beaucoup leur métier, ils sont bien reçus chez eux. Donc... Oui, mais c'est ça. Il y a aussi des moments. Donc voilà. C'est pas ouvert comme un musée. Voilà, c'est ça. Donc c'est pas folklorique, nous. C'est de la production pure. Donc il faut venir pendant les heures d'ouverture et jusqu'à 16h. Est-ce que c'était une façon aussi indirectement de revenir un peu sur l'histoire de votre famille ? Parce qu'on parle de l'histoire du chocolat en tant que tel depuis les origines, mais est-ce qu'aussi c'est une histoire de dire tiens, je fais un petit clin d'œil aussi à ma Exactement, propre histoire. On raconte l'histoire du cacao, donc à partir des Aztèques et des Mayas. Ouais. Et on finit par l'histoire de Guélenser, mon grand-père, mon père, et on explique un petit peu l'histoire de la maison Guélenser. Alors, excusez-moi, j'ai du chocolat dans la bouche, mais j'ai pas pu m'en empêcher, j'ai un bout à côté de moi. Je fais comme vous. Et voilà, non, c'est ça, c'est l'appel du chocolat. Il m'a appelé, Adèle, mange-moi, il m'a dit. Donc le musée est ouvert depuis 2014. C'est ça. Tous les jours. Sauf le lundi. Sauf le lundi, comme un musée traditionnel. Voilà, et à partir du week-end prochain, nous serons ouverts le dimanche après-midi. Puisque le week-end prochain, ce sont les vacances scolaires. La saison touristique va commencer. Bien sûr. Donc après, jusqu'au mois de septembre, nous serons ouverts 6 jours sur 7. Alors le musée a reçu un label. A reçu un label national d'ailleurs, qui a été remis par une association qui s'appelle Visiter nos entreprises en Pays de la Loire. C'est le label tourisme. C'est ça, qualité tourisme. Qualité tourisme. C'est tout récent. C'est tout récent. On a eu le label, ça a été validé en octobre en fait. Ouais. Et donc on a reçu le prix il y a une quinzaine de jours. Ouais. En fait, c'est que dès l'ouverture du musée, en fait, on a fait partie de l'association donc Visiter nos entreprises, qui regroupe en fait des entreprises qui ouvrent leurs portes et qui font visiter leur établissement. D'accord. Donc comme nous, c'est le cas, on nous voit donc travailler. Donc on a adhéré parce que c'était aussi une façon, c'est un nouveau métier pour nous. Ouais. Donc eux, ils ont une certaine expertise, donc c'était bien de se rallier à cette association pour échanger, pour partager. Bien sûr. Et donc voilà, on a fait une demande pour ce label, qui est un label national, un audit bien sûr externe. On va aller dans le détail de l'audit tout à l'heure si ça vous dérange pas, Patrick. Je vous coupe, mais parce qu'il faut la bienséance fait qu'il faut que je donne la parole à par politesse, je vais laisser la parole à. Voilà. Et je vous en remercie infiniment. C'est juste que je voulais. Non, parce que vous avez répondu à 97% des critères justement pour avoir cela. Questions à peu près. 400 critères. Et on va rentrer un tout petit peu dans le détail à la fin de cette émission. Laure, alors un petit quiz. Donc, tout à l'heure. Oui, un petit quiz. Tout à l'heure, on a parlé de l'étiquette officielle qui nous concerne assez peu, il faut bien le dire. Mais par extension, l'étiquette, c'est aussi l'ensemble des règles de bienséance dans notre vie privée. C'est ce qui fait qu'on ne se pointe pas à un mariage en pyjama, qu'on est ponctuel à un rendez-vous et qu'on sait à peu près faire la conversation. Enfin, c'est un peu ce que nous ont appris nos parents, normalement, dans notre éducation. Un peu d'éducation, voilà. C'est ça. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est que souvent, derrière les règles de bonne manière que nous apprennent nos mamans, il y a souvent des raisons, soit de bon sens, soit matérielles, qui peuvent être assez rigolotes. Par exemple, dans la rue, un homme galant laisse à la femme le haut du pavé, c'est-à-dire qu'il marche le long du caniveau pour que si une voiture passe et éclabousse, c'est lui qui se prend l'éclaboussage. Dans les escaliers, l'homme passe devant la femme, au-dessus. Devant la femme lorsqu'il monte, pour pas être derrière et risquer d'avoir une vue peu plongeante sur des jambes, sur une jupe, sous une jupe. Par contre, il précède la femme lorsqu'il descend, pour que si elle tombe, il est là pour rattraper la... Donc là, on est dans la galanterie. Des notes, une féministe risque de dire « Non mais moi je tombe pas et si je tombe, je me rattrape toute seule, j'ai pas besoin d'un homme. » Ou je rattrape l'homme. Sympa. Un homme laisse passer une femme quand il ouvre la porte, sauf au restaurant, où l'homme précède la femme pour vérifier que l'établissement est convenable. Et si ça... Même dans un McDo. Si c'est convenable. On est au 21e siècle, donc voilà, on peut s'adapter. Et puis il y a les règles à table. On nous apprend à mettre les mains sur la table.
Oui, pas les coudes. On apprend à nos enfants à mettre les mains sur la table. Oui. Alors qu'en Angleterre, on apprend aux enfants à garder les mains sous la table. Et ça date de quand les gens... C'est difficile quand les gens... Voilà avec les coudes. Tu manges comme ça. Voilà avec les coudes. T'es une poulette ou t'es pas une poulette? Exactement, j'ai visité une poulette à ça date de l'époque où les gens avaient des armes. En Angleterre, on laissait les armes à l'entrée des établissements. Et donc, il n'y avait pas de risque que quelqu'un sorte une arme. Et donc, il pouvait garder ses mains sur la table. Alors qu'en France, on gardait les armes et donc on mettait les mains sur la table. On voit qu'on n'avait rien dans les mains. On voit qu'on n'avait rien dans les mains. C'est rigolo. Ouais. Vous disiez, on ne met pas les coudes sur la table. Oui. C'est vrai, sauf une femme qui a plus de 40 ans et qui n'est pas mariée. Pourquoi? Ah, pour montrer qu'elle a... Je ne suis pas mariée. C'est pas vrai. Oui, mais non, mais c'est vrai. Elle lance des infos comme ça, alors c'est très dangereux. Si, moi, je suis mariée. Ouais. Non, mais je savais pas ça. C'est drôle, c'est rigolo. D'accord. Le couteau vous pouvez avoir 40 ans, enlever votre alliance. Ah, alors après, on peut tromper l'ennemi. Mais oui, mais là, on n'est pas dans la bienséance. Non, on n'est pas dans la bienséance. On est dans la piloterie, là. Exactement, je suis tout à fait d'accord avec vous. Le couteau à bourron qu'on laisse pour nos enfants, ça date de Richelieu, qui en avait marre de voir les hommes à table se curer les dents avec leurs couteaux pointus, et qui a créé une ordonnance en 1610 pour faire un couteau rond pour qu'il y ait des couteaux à bourron à table et que les gens cessent de se curer les dents avec leurs couteaux à bourron pointus. C'est drôle, c'est très drôle. On coupe pas sa salade, on nous apprend qu'on plie la salade et qu'on la plie qu'avec la fourchette. Non, mais après les vinaigrettes. Oui, c'est pas pratique. C'est parce que les couteaux avaient la lame en argent et que l'argent s'oxyde avec le vinaigre, exactement. Et que donc il ne fallait pas mettre le couteau en contact avec le vinaigre. Ah, incroyable. On pose les j'ai encore le temps ou pas? J'en ai encore deux. Une. Ouais. On pose les couverts. Ah non, une. Alors le dernier. Ouais. On ne dit pas bon appétit. Parce que dire bon appétit, ça revient à dire bon transit intestinal. On peut dire bon transit intestinal? Oui, on peut, éventuellement. Qu'est-ce qu'on dit? On dit bonne dégustation. Vous n'avez pas remarqué dans les grands restaurants, enfin je ne sais pas si vous êtes déjà allé à la Chaboterie ou même à la table, je pense qu'ils disent ça. On nous dit bonne dégustation. On ne dit jamais bon appétit. Si, Christophe Théier, il dit bonne dégustation, mesdames, messieurs. Bon appétit, on ne le dit pas. Alors par contre, si quelqu'un nous dit un rustre, vous dit bon appétit. Mon Dieu! Vous restez pas coincé. Voilà, non, vous pouvez dire merci, merci beaucoup. Merci de même. Merci Poto. Mon transit va bien. Qu'est-ce que ça peut faire? Voilà, laisse-moi tranquille. Ok, très bien. Merci Laure. Vous pouvez retrouver évidemment Laure pour des conseils un petit peu, surtout d'ailleurs sur l'image, à l'atelier d'image. On est d'accord, Laure, hein, il y a le numéro qui va certainement s'inscrire sur votre écran et vous pouvez la contacter évidemment quand vous le souhaitez. On fait un point sur la conso, Leslie, c'est à votre tour. Locataire, question de locataire. Voilà, un locataire qui est venu nous voir, ça nous arrive régulièrement, un locataire qui vient nous voir, qui a quitté donc, le logement dans lequel il était et son propriétaire ne veut pas restituer le dépôt de garantie. Donc, je rappelle que le dépôt de garantie, c'est une somme donnée à l'entrée dans le logement pour garantir les éventuelles dégradations ou impayés qui pourraient survenir dans le cours de la location. Il ne faut pas le confondre avec la caution. Ouais, ça n'a rien à voir. La caution, c'est la personne qui se porte garante pour le locataire, qui va payer, si le locataire ne paye pas ses loyers, Papa, c'est maman. la caution, c'est ça. La caution qui paye les loyers à la place du locataire. Donc le dépôt de garantie ne peut être supérieur à 1 mois de loyer. D'accord. C'est toujours moins. Enfin, c'est toujours 1 mois de loyer, pas plus. Avant, c'était plus. Maintenant, c'est 1 mois de loyer. Donc, le dépôt de garantie doit être restitué dans un délai maximal de 1 mois si l'état des lieux de sortie est conforme à l'état des lieux d'entrée et 2 mois si l'état des lieux de sortie est différent de l'état des lieux d'entrée. Donc, s'il y a des dégradations. Ouais, ça repeint le truc. Okay. Alors, ça dépend. La peinture, pas repeint, pas dans le mot... Là, on a le droit... Le chocolat, par exemple. On a le droit de repeindre son logement à partir du moment où on est dans des tons pastels. Forcément, si vous repeignez la chambre en rouge vif, le propriétaire peut vous demander de remettre, de repeindre. Voilà. Par contre, si vous mettez du blanc ou si vous mettez, je sais pas, du gazelle. Ça existe, c'est une peinture, gazelle. Alors, je ne pourrais pas vous dire parce que je ne connais pas sa couleur gazelle. C'est la coquille d'œuf. Enfin, non, gazelle, vous voyez le principe, c'est qu'il faut que ce soit quelque chose qui puisse plaire. Oui, c'est pas du noir, quoi. Voilà, exactement. Il faut que ce soit quelque chose de léger. On va faire une petite chronique là-dessus. C'est ça. Alors. Donc, le délai de restitution du dépôt de garantie commence toujours à la restitution des clés par le locataire. Donc, soit remise des clés directement en main propre
donc au propriétaire ou à son représentant, donc par exemple une agence immobilière, ou alors remise par courrier recommandé avec accusé de réception, quand on ne peut pas voir le propriétaire, ou alors qu'il y a des soucis pour organiser l'état des lieux de sortie. D'accord. Toute retenue sur le dépôt de garantie doit être dûment justifiée. Donc c'est-à-dire que la dégradation doit apparaître dans l'état des lieux de sortie, impératif, et en plus le propriétaire doit présenter des justificatifs, pas forcément des factures. Ça peut être des devis. Simplement le devis. Alors je vois les locataires qui s'insurgent, et j'en vois beaucoup qui s'insurgent en disant « Ouais, super, ça veut dire que le propriétaire, il récupère des sous, mais il ne fait jamais les travaux. C'est dégueulasse. » Mais les devis, le propriétaire a le droit d'obtenir réparation pour le préjudice qu'on a causé à son bien, même s'il ne fait pas les réparations. À défaut de restitution du dépôt de garantie dans le délai prévu, le dépôt de garantie, donc la somme, est majoré d'une somme égale à 10% du loyer mensuel. Ça, c'est une nouvelle règle qui est en vigueur depuis le début d'année. Donc, ça veut dire 10% du loyer mensuel par tout mois commencé. D'accord. C'est quand même une sacrée sanction parce que le taux légal, avant c'était ça, majorer du taux légal. Le taux légal, c'est une paille, c'est 0,0, je ne sais plus cette année. Mais voilà, maintenant 10%, ça reste une vraie sanction. D'accord. C'est pour contraindre les propriétaires à payer. Donc là, en l'occurrence, j'ai conseillé aux locataires de faire un courrier recommandé. Enfin là, du coup, ils nous ont chargé de faire le courrier recommandé aux propriétaires pour demander la restitution du dépôt de garantie. Donc là, en l'occurrence, ça s'était bien terminé. Donc on a souvent des problèmes, je le disais, du côté du locataire ou du côté du propriétaire. On a souvent des réponses en disant oui, mais bon, après l'état des lieux de sortie, on s'est aperçu qu'il y avait ça ou ça, qu'il y avait un problème. Non, la règle, c'est vraiment l'état des lieux de sortie qui détermine les dégradations que vous pouvez, dont le propriétaire peut réclamer le remboursement. Et si vous voulez plus de renseignements, vous allez directement... Non, parce que vous avez exposé le temps, encore une fois. Vous allez directement à IFC Que Choisir à La Roche-sur-Yon. Et Leslie, vous avez le numéro qui s'inscrit sur l'écran. Et Leslie vous répondra directement sans faute. Pas directement. Il y a un accueil. Il faut le savoir. D'accord. Merci, Leslie. Merci. Il y a le portable qui s'affiche. Alors, on va terminer sur le musée. Je voulais juste très vite qu'on revienne sur les fameux critères pour le musée. Vous avez dit 97% sur les 350 critères. C'est ça, oui. Vous avez 20 sur 20 presque. Presque 19,5. D'accord. C'était quoi sur l'accueil? Les critères, ça va à partir du moment où c'est déjà l'accueil téléphonique. On arrive un petit peu dans ce que vous disiez. De toute façon, c'est... La bienséance, ça va être le fléchage. Après, ça va être les abords du musée. Après, ça va être l'accueil dans le musée. Ça va être les... Ah oui, c'est très réglementé. Dans 400 critères, c'est énorme. Les éclairages, la circulation du public. La circulation, évidemment, de toute façon, voilà. Oui, la circulation. L'information. Comment est-ce que l'information est diffusée? Est-ce qu'il y a des fautes d'orthographe sur les panneaux? Non, mais c'est un truc tout bête, mais exactement, les coquilles de texte. Des choses comme ça. Est-ce que le label, vous l'avez à vie ou vous le remettez en jeu entre guillemets? C'est 3 ans. C'est là pour 3 ans. Donc ce qui est bien, quelque part, ça nous oblige à être pointilleux. À maintenir. Bon, c'est un peu le but. De toute façon, si on a eu 97%, c'est qu'on l'a fait tout de suite correctement. Mais ça nous permet en fait simplement de valider en fait ce qu'on pensait bien faire. Voilà, maintenant on le fait valider par le client, c'est un client mystérieux qui est arrivé donc l'été dernier, en pleine saison. Il fait le tour et il se dévoile uniquement à la fin. Et ça nous permet simplement de valider ce qu'on pensait avoir bien fait. Et le fait d'avoir ce label, à part la fierté de l'avoir, ça vous apporte quelque chose? Mais après, les gens, certains sont sensibles, ceux qui aiment le tourisme et qui vont voir des établissements. Vérifie s'il y a à partir du moment où on a ce label, c'est que, c'est un établissement qui est sérieux et sympathique à visiter. Je voulais qu'on termine l'émission sur Vincent Vallée. Vincent Vallée, parce que c'est le responsable du laboratoire de la pâtisserie de Thierry Bamas à Anglette. Il a remporté le World Chocolate Master à Paris. Il est le premier Français à accomplir cet exploit. C'était en novembre dernier et il est passé par chez vous. C'est ça. Oui, Vincent, il est devenu champion du monde, Vincent. Exactement. Donc, l'élève dépasse le maître. Non, mais ma question, c'était donc il a passé 3 ans chez vous. Et la question, c'est la transmission. C'est important pour vous. Donc, il a commencé en fait le chocolat. Il a pris goût au chocolat chez nous. Chez nous, le chocolat, on baigne dedans. D'accord, c'est ce qu'elle veut dire. Oui. Ouais. Donc il a pris goût au chocolat chez nous, il a pris goût au concours chez nous, donc il a fait quelques concours régionaux qu'il a gagnés. Et puis là, après, il a persévéré, il est tombé donc à Anglette, chez Thierry Bamas, qui est un super pro. Et donc ensemble, après, il a fini de progresser, il a continué. C'est une fierté pour vous?
Oui, quelque part, on a apporté notre petit grain de sel, qui reste un grain de sel, parce que l'honneur est quand même à Vincent. Mais on était là au départ et c'est super sympa pour nous. Mais il parle de vous, il dit qu'il a pratiquement tout appris chez vous. Donc, Oui, il a commencé à apprendre et je pense qu'il a continué d'apprendre et on apprend toujours, mais c'est vrai qu'il a super bien progressé. Et c'est vraiment un super bon champion du monde chocolat. Il n'y en a pas 36. La compétition, il y avait 20 pays. Enfin, c'était un truc de. Exactement. C'est 2 ans. Pour lui, c'était 2 ans de consécration. C'était week-end, vacances. C'est ça, tout le temps. Presque jour et nuit. C'est bravo. C'est déjà la fin de cette émission. Alors, ça passe, ça file. Je reviendrai. J'ai une toute dernière question, Patrick, très vite, avec plaisir, très vite. Si vous n'aviez pas été chocolatier, vous auriez été quoi? Qu'est-ce que j'aurais fait? J'aime bien la nature. J'aime bien la nature, donc peut-être un métier vers la nature, qui n'a rien à voir quelque part. Mais j'aime créer, j'aime inventer, donc voilà, la nature, on peut pas la créer, on peut pas inventer. Donc je me suis rabattu sur le chocolat. En tout cas, vous pouvez avoir toutes les informations sur le chocolat Gelenzer sur le site internet chocolat avec un s-gelenzer.com. Merci beaucoup Patrick, ça a été un grand plaisir. Merci à vous. Merci les filles, on se voit la semaine prochaine. Je vous souhaite une très belle soirée sur TV Vendée et je vous embrasse.